plus vous êtes discipliné, plus vous êtes libre. C'est contre-intuitif. Mais vous ne pouvez pas vous lever à l'heure à laquelle vous avez choisi. Manger ce que vous savez n'être pas bon pour vous. Ne pas terminer ce que vous avez commencé. Ne pas respecter vos deadlines. Et vous attendre à diriger avec des résultats palpables une équipe de 10, 50, 100 personnes. Le leadership des autres commence par le leadership de soi. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je devais reprendre mon parcours de leadership? Je crois que je vous l'ai déjà raconté dans plusieurs de mes vidéos. Ça m'a pris des années pour arriver à développer le style, le parcours, la connaissance, la pratique du leadership que j'ai aujourd'hui. Si je devais recommencer mon parcours, voici en fait les choses que je ferais. Je ne commencerai pas par où vous pensez. Je ne vais pas chercher en premier un poste. Je ne vais pas chercher en premier à accumuler des certifications ou des formations. En fait, je vais commencer par des choses beaucoup plus simples. Lorsque j'ai désiré augmenter mon leadership, j'ai fait l'erreur que la plupart des personnes font. J'ai couru vers les mauvaises priorités. Le titre, comme si un poste vous transformait magiquement en leader. Les compétences techniques, comme si savoir-faire équivaut à savoir-être. Les techniques de management, comme si gérer l'équipe, c'est là l'idée. Les stratégies, comme si les méthodes compensaient l'absence de fondation. En fait, pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous partager les 5 priorités exactes si j'étais à votre place aujourd'hui et que je devais recommencer ou que je devais commencer un parcours de développement de mon leadership. Je ne vais pas vous les enseigner dans l'ordre où on les enseigne habituellement, mais je vais vous les enseigner dans l'ordre où elles devraient réellement être vécues. L'ordre qui vous permet de construire un leadership solide, durable et authentique. Est-ce que vous êtes prêts? Ma priorité numéro 1, si je devais réapprendre le leadership, ce serait de travailler sur mon identité. En fait, si je devais recommencer aujourd'hui, la première des choses que je ferais, avant tout le reste, avant toute formation, toute action, ce serait de travailler sur mon identité. Pas mon image. Je ne parle pas de ma marque personnelle, de mon personal branding. Je ne parle pas non plus de ce que les autres pensent de moi. Je parle de mon identité, de qui je suis vraiment, au plus profond. Voyez-vous, le leadership commence par la connaissance de soi. Pourquoi l'identité d'abord? Laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que cette fondation est absolue. Miles Monroe, qui est pour moi l'un des plus grands penseurs du leadership de notre génération et de la génération d'avant surtout, a dit quelque chose de profond. Il a dit ceci: la plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est une vie sans but. La plus grande découverte dans la vie, c'est la découverte de soi. En fait, Miles Monroe enseignait beaucoup à se connaître et à se révéler au monde. Et pour lui, c'est ça l'essence du leadership. Mais vous savez que vous ne pouvez pas révéler au monde ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Et surtout, vous ne pouvez pas diriger les gens vers une destination que vous n'avez pas trouvée vous-même. Quand je commençais mon parcours de leadership, je ne savais pas vraiment qui j'étais. Alors, comment est-ce que j'ai fait? J'ai imité les leaders que j'admirais. Je copiais leur style, je copiais leur façon de parler, je copiais leur façon de décider. Je copiais même leur façon de gérer les conflits. Par exemple, Steve Jobs pour l'innovation, Mandela pour l'inspiration, ou encore même Elon Musk déjà à l'époque pour l'audace. Le problème, c'est que je n'étais ni Jobs, ni Mandela. J'étais moi, avec ma propre histoire, mes propres valeurs, ma propre façon de voir le monde. Et en fait, voici ce qui se passe lorsque vous dirigez sans identité claire. Et c'est ce qui m'est arrivé. Vous dépendez premièrement de façon importante du regard des autres. Vous devenez esclave de l'opinion des autres. Si quelqu'un vous critique, vous vous effondrez. Si quelqu'un vous commande, vous vous envolez. Ça, c'est parce que vous n'avez pas de racines. Deuxième chose, c'est que vous avez un leadership soit défensif, soit autoritaire. Donc, soit vous devenez hyper autoritaire. C'est moi le chef. Vous m'obéissez. Soit vous devenez hyper défensif. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dans les deux cas, vous ne dirigez pas. Vous leadez encore moins, mais vous suivez. Troisième conséquence d'une absence d'identité, c'est l'épuisement identitaire. En fait, vous portez un masque toute la journée. Vous n'êtes pas vous-même. De toute façon, vous serez vous-même comment? Vous ne savez pas qui vous êtes. Et je vous assure, c'est ça. Vous allez rentrer chez vous le soir vidé. Pas parce que le travail était dur, mais parce que vous avez passé la journée à prétendre d'être quelqu'un et que ça a consommé toute votre énergie. Quelles sont les questions puissantes que je me poserais si je devais recommencer aujourd'hui? Voici quelques questions sur lesquelles je passerai les 6 premiers mois de mon apprentissage du leadership. Premièrement, who am I? Qui suis-je? En fait, ici, il ne s'agit pas de ton poste, de ton titre, encore moins de ton salaire. Qui es-tu au-delà de toutes ces étiquettes sociales? Quelle est ta nature profonde? Tes valeurs? Quelle est ton identité intérieure? C'est la question à laquelle tu dois répondre. Why am I here? Pourquoi suis-je ici? Quelle est la raison de ta présence sur Terre? Et je peux vous assurer que votre présence n'est pas accidentelle. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, nous avons tous été créés. Et ce projet de création vient avec une ambition individuelle pour chaque créature. Quelle est la raison de votre présence sur Terre? Quel est le problème que vous êtes venu résoudre? Quelle est la contribution que vous allez apporter à ce monde? Where am I from? D'où est-ce que je viens? En fait, c'est important de comprendre son origine. Au-delà de sa tribu, de la tribu, de ses parents et tout le reste, quelle est votre origine? Lorsqu'on a posé cette question à Jésus, il a donné une réponse qui pour moi est impressionnante. Il a dit, I'm coming from heaven.
Je viens du ciel. Le fait qu'il vienne du ciel, en fait, généralement, pour nous, pour tout le monde, le ciel est synonyme d'illimité, de possibilités infinies. Quand il dit je viens du ciel, il dit qu'il peut tout faire. Donc, quelle est votre source? Quelle est votre origine? Quelle est votre histoire? Quelles sont les convictions qui vous ont façonné? Quatrièmement, what can I do? Que puis-je faire? Quels sont vos dons naturels, vos talents, vos capacités? En fait, l'identité précède la performance. Mais très souvent aussi, la performance révèle l'identité. C'est pour ça que c'est important de connaître vos capacités. Where am I going? Où est-ce que je vais? Quelle est votre destination? Qu'est-ce qui guide vos choix? Si vous n'avez pas de direction, de vision, faites votre énergie, vous allez la disperser. Et c'est là qu'intervient la deuxième priorité. La deuxième priorité, c'est la vision. Écoutez-moi bien, la vision ne précède pas l'identité. L'identité précède la vision. Savoir qui vous êtes est important pour pouvoir définir où vous allez. En fait, pendant des années, moi aussi j'ai cru le contraire. J'ai cherché ma vision comme si elle était cachée quelque part dans l'univers ou dans un livre ou encore dans un document. Alors qu'en fait, ma vision a émergé de mon identité. Elle a émergé de qui je suis. Je suis un fils de Dieu appelé à impacter les nations. Je suis un fils de Dieu appelé à mener une génération à manifester les dons, les capacités qu'elle a en elle. Quand vous savez qui vous êtes, ce qui vous anime, ce qui vous révolte, ce qui vous fait vibrer, vous permet de clarifier votre vision. Moi, je me souviens toujours du jour où ma vision est devenue implicite. En fait, j'avais passé plusieurs mois à travailler sur mon identité. J'avais compris que je valorisais profondément 3 choses. Et soudain, ma vision est devenue claire. Elle a émergé naturellement. Elle n'est pas venue d'un livre, elle est venue de l'intérieur de moi. Et elle a précédé la stratégie. Donc, aujourd'hui, si je devais recommencer, voici comment j'approcherais ma vision. Premièrement, je comprendrais que la vision, ce n'est pas un plan, c'est la destination. Trop de leaders confondent vision et stratégie. La vision veut simplement dire où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu veux créer dans le monde. La stratégie, c'est comment tu vas y aller. Deuxièmement, c'est que je comprendrais qu'une vision qui inspire, qui n'inspire pas est unique. En fait, la vision, je crois que pour chacun d'entre nous, la vision nous est donnée par Dieu. Et donc, dans ce cas-là, la vision doit être plus grande. Elle doit pouvoir surtout nous suivre après notre départ parce que je pense aussi que cette vie, c'est une course de relais où nous venons prendre le bâton, le relais de ceux qui nous ont précédés, des choses qu'ils ont faites, ensuite courir notre course et transmettre ce relais à ceux qui viennent après nous. Donc, votre vision doit être inspirante et donner envie aux gens de vous suivre et surtout, la vision doit être concrète. Les gens doivent pouvoir se la représenter. La troisième priorité sur laquelle je travaillerai, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, je crois que je l'ai compris près de 3 ou 4 ans après avoir démarré mon parcours oui, je crois que c'est 3 ou 4 ans, voire 5 ans après avoir démarré. C'est à ce moment que j'ai compris l'importance de l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment un accélérateur invisible. L'une de mes plus grandes hontes professionnelles, c'est il y a quelques années, un collaborateur brillant m'a remis en question devant l'équipe en réunion un jour. Il a souligné l'incohérence en fait qu'il y avait dans mon approche. Et je vous assure, il avait raison. Je ne l'ai pas loupé. Pas physiquement, pas verbalement, mais froidement. Et j'ai utilisé mon autorité pour écraser son objection. Je ne vous parle pas du silence qui a suivi. Mais ce silence, c'était le silence du respect perdu. Et surtout le silence d'une matérialisation d'un manque de maîtrise émotionnelle. Il y a un lien étroit entre connaissance de soi et gestion des émotions. Et c'est ici que tout se connaît. La connaissance de soi, qui est l'identité ou la priorité numéro 1, n'est pas simplement un exercice philosophique. C'est le fondement même de votre intelligence émotionnelle. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas identifier par exemple vos déclencheurs émotionnels. Comprendre pourquoi certaines situations vous font réagir. Vous ne pouvez pas non plus gérer vos émotions avant qu'elles vous gênent. Voici ce que j'aurais fait différemment si je devais recommencer. J'allais m'appuyer sur les 4 piliers de l'intelligence émotionnelle que je maîtriserais. Je vous les rappelle ici. Le pilier numéro 1, c'est la conscience de soi. C'est-à-dire là, j'aurais appris à nommer mes émotions en temps réel. Pas juste dire je suis stressé, mais par exemple dire je ressens de l'anxiété parce que je crains de perdre le contrôle de la situation. C'est une possibilité. En fait, la nuance compte, elle est très importante. Parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas nommer. Le deuxième pilier, c'est l'autorégulation. Vous savez, l'espace entre le stimulus et la réponse, nous en avons le contrôle. Et c'est quelque chose que Viktor Frankl dit. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et cet espace, et dans cet espace, se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Si je devais recommencer, je m'entraînerais quotidiennement à créer cet espace et à l'élargir. Et l'une des techniques que j'utiliserais, c'est la règle de 90. Quand une émotion forte, on respire profondément pendant 90 secondes, on se donne du temps pour que la vague d'émotion dépasse. Troisième pilier, c'est l'empathie. C'est notre capacité à comprendre que chaque personne vit dans sa propre réalité. Ce n'est pas personnel. Ce collaborateur qui me remettait en question, il ne m'attaquait pas.
en toute franchise. Il défendait ce qu'il croyait juste. Et si j'avais eu de l'empathie, j'aurais répondu, je comprends ton point de vue. Aide-moi à voir ce que tu vois. Mais au lieu de cela, j'y ai vu une menace et j'ai réagi en conséquence. Ici, je peux vous proposer un exercice pratique. Avant chaque conversation difficile, vous pourrez vous demander quelle est la réalité de cette personne. Qu'est-ce qui pourrait expliquer son comportement? Et si vous étiez à sa place, comment est-ce que vous verriez les choses? Le quatrième pilier, enfin, c'est le pilier de gestion de la relation. Vous utilisez la conscience émotionnelle pour construire, pas pour détruire. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas de supprimer vos émotions, c'est de les utiliser de façon constructive pour bâtir des relations avec les autres. Par exemple, utilisez votre colère pour défendre une injustice, pas pour écraser. Utilisez la tristesse pour créer une connexion, pas pour vous utiliser la joie pour inspirer, pas pour minimiser les difficultés des autres. Personnellement, je continue de travailler intentionnellement sur mon intelligence émotionnelle parce que c'est l'accélérateur invisible. Je crois que deux leaders avec la même vision, la même stratégie, les mêmes compétences, celui qui maîtrise ou celui qui a de la maîtrise émotionnelle ira 10 fois plus loin. Et je peux vous assurer que de l'autre côté, toute cette maîtrise émotionnelle ne sert à rien si vous ne communiquez pas clairement. La quatrième priorité pour moi, ce serait d'apprendre à communiquer. Si vous ne pouvez pas communiquer votre vision, communiquer votre ambition, communiquer sur votre leadership, communiquer sur les activités de la direction, vous n'avez simplement pas de vision, pas d'activité, pas de leadership. Vous avez juste des pensées dans votre tête. Si je devais recommencer en fait mon leadership, j'apprendrais la communication beaucoup plus tôt. Je crois que concernant la communication, je me suis formé en technique de communication près de 7 ans ou 8 ans après avoir démarré mon parcours. Pour moi, c'est le quatrième pilier, c'est pas le premier. Parce que si vous communiquez, par exemple, sans identité, vous allez faire du bruit. Si vous communiquez sans vision, c'est du bavardage. Si vous communiquez sans intelligence émotionnelle, vous allez être un manipulateur. C'est pour ça, en fait, que la communication, c'est le quatrième pilier. Mais quand vous avez les trois premiers, la communication devient super pouvoir. Voici en fait les trois dimensions de la communication sur lesquelles je travaillerai. Premièrement, c'est la clarté avant l'éloquence. Pendant des années, l'une des choses qui a gâché ma perception de la communication, c'est que je croyais qu'il fallait être charismatique, éloquent et inspirant. Mais lorsque j'ai travaillé à la communication avec un coach, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, c'est être clair. Pourquoi? Parce que c'est une communication claire qui réduit les conflits, augmente la productivité, crée la confiance, élimine les malentendus. Et très souvent, la règle du « un enfant de 10 ans pourrait comprendre », c'est une règle parfaite à appliquer. Et donc, avant toute présentation, par exemple, avant toute communication, je me demandais, est-ce qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre ce que je veux dire? Mais surtout au rythme auquel je le dis, parce que je parle très vite. Si ce n'était pas le cas, je simplifie encore. La seconde dimension, c'est celle de l'écoute active. C'est ce que j'ai appris trop tard. C'est que en fait, la véritable communication ne commence pas par parler, mais elle commence quand on écoute. Je crois que la plupart des leaders aussi passent beaucoup de temps à préparer la prochaine phrase pendant que l'autre parle. Pendant des années, c'est ce que j'ai fait. Donc, si je devais recommencer aujourd'hui, je m'entraînerais à écouter. Écouter à 3 niveaux. Au premier niveau, les mots, ce que la personne dit littéralement. Au deuxième niveau, les émotions, ce que la personne ressent. Et au troisième niveau, les besoins non exprimés, ce que la personne ne dit pas, mais désire communiquer. Et l'une des choses que j'ai appris à pratiquer, c'est vraiment la reformulation empathique. Donc, quand quelqu'un parle, j'essaie très souvent de reformuler ce qu'il dit ou ce qu'elle dit pour me rassurer que j'ai bien compris. Et quand je le fais, ça produit deux choses. La personne se sent entendue et ça me permet de vérifier la compréhension. La troisième dimension de la communication sur laquelle je travaillerai, c'est que j'apprendrai à parler pour influencer, pas pour impressionner. En fait, il y a une différence fondamentale entre parler pour impressionner, c'est-à-dire qu'avec un jargon complexe, un vocabulaire académique, de longues démonstrations d'intelligence. Lorsque vous parlez pour influencer, vous utilisez beaucoup d'histoires simples, un langage accessible, vous faites appel aux émotions et à la raison. Donc, si je devais apprendre à communiquer, j'insisterais là-dessus. Et notamment sur 3 éléments de l'influence, de la communication influente. Premièrement, c'est la logique, les faits, les données, la raison. Deuxièmement, c'est le pathos, l'émotion, les histoires, les exemples, la connexion. Troisièmement, c'est la crédibilité. Qui vous êtes, la cohérence et l'authenticité. La plupart des leaders ne font que du logos, c'est-à-dire les faits. Le résultat, c'est que, en tant que leader, vous devez inspirer les gens. Et pour le faire, utilisez les. Comment est-ce que je développerai ma communication? Je le ferai en soit rejoignant un club de prise de parole ou en suivant une formation, comme je l'ai déjà fait. Pratiquer notamment devant des inconnus et recevoir leur feedback. J'enregistrerai mes présentations et je me regarderai pour identifier les types de langage. Et ça, j'en connais quelques-uns de mes types de langage. Je lirai des livres sur la communication. Ce que j'ai fait justement pendant mon parcours, c'est de lire un livre, le livre de John Maxwell notamment, qui est littéralement intitulé « Beaucoup communiquent et peu connectent ». Ce livre m'a fait énormément de bien. Ensuite, je pratiquerai l'écoute active, c'est-à-dire écouter pour comprendre, pas pour répondre. La 5e priorité pour moi, enfin, ce serait l'auto-leadership. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'exiger des autres qu'ils vous suivent, vous devez être capable de vous suivre. Si vous ne pouvez pas vous diriger vous-même, vous ne pouvez pas diriger. Et si vous n'êtes pas capable de fixer une direction, un plan d'action pour votre vie, votre carrière, mais surtout d'exécuter ce plan, comment est-ce que vous pouvez attendre des autres qu'ils vous suivent?
En fait, la vérité, c'est que vous dites ce que vous savez, mais vous transmettez et reproduisez ce que vous êtes. Je répète, on dit ce que l'on sait, mais on transmet et on reproduit qui l'on est. Vous ne pouvez pas exiger de votre équipe la ponctualité alors que vous arrivez en retard, l'excellence alors que vos travaux sont bâclés, la discipline alors que vous-même, votre vie et votre organisation professionnelle est un chaos, l'équilibre alors que votre vie frôle le burn-out. Oh Samuel! Je vous assure que si je devais recommencer, pour moi, aujourd'hui, l'auto-leadership serait non négociable. Et je le construirais sur 3 piliers. Premièrement, accepter ma responsabilité. Pour pouvoir construire votre autodiscipline, vous devez accepter la responsabilité de votre vie, de votre carrière, la responsabilité des résultats que vous avez. Peu importe le rôle que jouent les autres dans le film de votre vie, vous demeurez l'acteur principal. Vous avez la possibilité de les virer, de modifier ou réduire l'impact de leur action. Vous avez la possibilité de changer votre environnement. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens font, mais vous êtes responsable de la réponse que vous apportez. Le deuxième pilier sur lequel je travaillais, c'est de tenir mes engagements d'abord envers moi-même. En fait, avant de travailler à tenir vos promesses envers les autres, apprenez à tenir les promesses que vous faites envers vous. Vous avez promis de vous... Combien de fois est-ce que vous l'avez fait? La vérité, c'est que si vous ne respectez pas les engagements, pourquoi est-ce que vous allez respecter les engagements que vous prenez envers les autres? Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle en anglais accountability ou la redevabilité. La plupart des gens pensent qu'un grand leader ne rend des comptes à personne. C'est possible. Mais je crois que pour devenir grand, il faut être redevable, pas simplement envers soi-même. La redevabilité apporte la simplicité et la discipline. Et ensuite, la discipline crée la liberté. Voici le paradoxe que j'ai mis des années à comprendre. Plus vous êtes discipliné, plus vous êtes libre. C'est contre-intuitif. Mais vous ne pouvez pas vous lever à l'heure à laquelle vous avez choisi. Manger ce que vous savez n'être pas bon pour vous. Ne pas terminer ce que vous avez commencé. Ne pas respecter vos deadlines. Et vous attendre à diriger avec des résultats palpables une équipe de 10, 50, 100 personnes. Le leadership des autres commence par le leadership de soi. Donc voilà donc les 5 priorités, pas dans lesquelles on nous enseigne, mais pour moi, dans l'ordre dans lequel elles devraient être vécues. Laissez-moi reformuler ce que nous venons de parcourir ensemble. Si je devais recommencer mon parcours de leadership aujourd'hui, je suivrais le chemin suivant. Premièrement, l'identité. Se connaître pour se révéler. Deuxièmement, la vision. Savoir où aller et mobiliser pour ajouter de la valeur. Troisièmement, l'intelligence émotionnelle. Maîtriser ses émotions pour mieux vivre avec les autres. Quatrièmement, la communication. Exprimer clairement, écouter profondément, influencer authentiquement. 5e priorité, l'auto-leadership. Se diriger soi-même avant de diriger. Et s'il faut le mettre en une phrase, voici comment je le mettrai en une phrase. Le leadership commence par la connaissance de soi, se développe dans la compréhension des autres et s'exprime dans la manifestation d'une vision. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de raccourci dans cette histoire de leadership. Le leadership se construit lentement, pied après, un jour à la fois, une discipline à la fois. En fait, une transformation. Le monde ne sera pas changé par les leaders qui cherchent le pouvoir. En fait, il sera changé par les leaders qui ont le courage de se transformer eux-mêmes d'abord. Soyez ce leader et à bientôt. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager autour de vous. J'espère avoir un commentaire sur ces 5 priorités. Est-ce qu'il y a une priorité que vous aurez souhaité avoir sur cette liste?